demandé de venir faire une conférence, j'ai dit oui tout de suite. Ça a été instantané. J'ai comme pas processé le reste de la phrase qui disait que c'était un fail camp. C'est arrivé une petite affaire plus tard dans la journée, une couple d'heures après. Là, je me suis dit, crime, là, ça veut dire qu'il faut que j'aille m'ouvrir sur qu'est-ce qui n'a pas marché. D'habitude, on est toujours la face. Tout va bien, tout le temps. Je ne suis pas fatigué, je ne suis pas fatigué, je ne suis pas fatigué. Tout va bien, je ne fais pas d'erreur. Puis là, finalement, je me suis dit, bon, parfait, ça va être un bon exercice. Je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui peuvent apprendre peut-être de ce que j'ai à dire, mais je pense que la personne qui va le plus apprendre ou qui va le plus en profiter, c'est moi, de m'ouvrir le cœur, j'allais dire ce soir, cet après-midi. Là, après ça, j'ai vu la brochette de conférenciers. Puis là, j'ai dit, tabarouette, ces gens-là ont beaucoup plus d'expérience que moi en affaires ou dans leur domaine. Donc, je me suis dit, je vais aller dans un domaine où est-ce que eux, c'est sûr qu'ils ne seront pas meilleurs que moi, puis c'est dans le sport de haut niveau. À moins que je me trompe. Je ne sais pas. Annick, t'es-tu? Ouais, non? OK. Ça va, oui. Évidemment, je me présente comme le président directeur général d'Imeca. Je suis CEO d'Imeca. Imeca, c'est quoi? C'est une compagnie qui développe du logiciel en imagerie médicale. On est le Google Maps du cerveau. À la fin de la présentation, je vais vous montrer une coupe d'images, c'est vraiment beau. Mais j'ai aussi été patineur de vitesse longue piste pendant 21 ans. J'ai commencé à 7 ans, j'ai arrêté à 28 ans. Donc, je peux vous dire que j'ai une espèce de doctorat en patinage de vitesse. Et c'est un petit peu de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Cette vie-là, puis qu'est-ce qui m'a amené à cette nouvelle vie-là maintenant. Là, y a-t-il mes slides après? Wow! Ça, c'est un petit peu les images qu'on fait chez Imeca. C'est un cerveau que vous voyez. En patinage de vitesse, comme je vous l'ai dit, j'étais sur l'équipe nationale, puis à une couple de reprises, on m'a demandé d'aller coacher, d'aller enseigner aux jeunes c'était quoi le patinage de vitesse, partager mon expérience. Et ce qui m'a surpris, un petit peu au départ, mais que j'ai appris à assimiler, c'est que la première chose qu'on enseigne aux jeunes, quand on commence à patiner, c'est à tomber. Vous devriez voir la face des parents dans les estrades quand la première affaire qu'on fait, c'est tomber. Les coachs de futurs joueurs de la Ligue nationale ne sont pas heureux de ça, je peux vous dire. On a cette espèce de mentalité-là que tomber, c'est comme tabou, il ne faut pas le faire. Mais c'est vraiment la première chose qu'on apprend aux jeunes à tomber. Donc, on se lève debout, on tombe, on se lève debout, on tombe. Puis, comme vous voyez sur l'image, on trouve ça drôle, on aime ça et c'est plaisant. La première raison, puis c'est vraiment le message que je veux transmettre aujourd'hui, il y a 3 raisons d'après moi pour lesquelles on apprend aux jeunes à tomber. La première, qui est la plus évidente, celle que vous vous êtes dit dans votre tête, apprendre à tomber, c'est bon parce qu'on se fait moins mal quand on tombe. Okay? On apprend à tomber, on tombe de la bonne façon. S'il y en a qui ont déjà joué au hockey, là, vous savez, il faut comme slapper le bâton à terre. En patin de vitesse, on n'en a pas, fait qu'on se slappe le bras à terre ou n'importe quoi. Mais on fait attention, on se fait pas mal. Première raison, apprendre à tomber pour ne pas se faire mal physiquement. Deuxième raison, qui est peut-être un peu moins évidente, mais qui vient à l'esprit tout de suite après, d'après moi, c'est qu'il faut apprendre à tomber pour apprendre à se relever. Se relever, c'est la preuve que la chute n'a pas fait si mal que ça. Si on s'est relevé, ça veut dire que ça va. On est capable encore d'avancer un peu. La troisième raison, puis celle-là est moins évidente parce qu'elle combine un petit peu les 2 premières raisons. La troisième raison pour laquelle il faut apprendre à tomber, d'après moi, c'est que quand on n'a pas peur de tomber, on va bien plus vite. Donc, c'est de combiner le fait de ne pas se faire mal, de combiner le fait qu'on est capable de se relever pour dire « c'est correct de tomber. Maintenant que j'ai plus peur de tomber, j'avance bien plus vite. » Okay? Ça, c'est les 3 raisons. On va revenir sur ces 3 raisons-là tout le long de ma conférence. Ce qui arrive, c'est que là, on voit le jeune qui tombe, mais on voit aussi, puis ça, vous l'avez vu, on voit que rendu à un certain niveau, ça, c'est aux Jeux olympiques, il s'en passe des chutes. Vraiment beaucoup de chutes. Ce n'est pas cette course-là, je voulais chercher, je me suis trompé de photo, mais je ne sais pas si vous en souvenez, il y avait Mathieu Turcotte, d'ailleurs un gars de Sherbrooke, Jeux olympiques. Ils sont tombés les 3 à la fin, puis il y a l'Australien en arrière qui est arrivé de nulle part, puis qui a gagné la course. Ça arrive les chutes. Ces gars-là, maintenant, on a Apollo Ono qui est là, puis ces gars-là, ils seront relevés et ça arrive à un très haut niveau. L'autre que je veux vous montrer, c'est celle-là. Est-ce qu'il y en a ici, levez la main, qui savent c'est quoi cette photo-là? Jean Harel, là, quelque part, il doit savoir c'est quoi. Là.
Ce gars-là, c'est Jeremy Waterspoon, OK? Jeux olympiques de 2002. Cette photo-là a été prise à un moment où est-ce que la majorité des Canadiens, ou à la limite des gens qui connaissent un petit peu le patin, ne respiraient pas. Jérémy avait gagné toutes les courses dans les 2 dernières années de 500 mètres en Coupe du monde. Il ne perdait pas. Il gagnait toutes les courses. Cette journée-là, le 500 mètres des Jeux olympiques, favori, il aurait pu patiner debout qu'il aurait gagné à toute fin pratique. Il fait 2 pas, il s'enfarge, il tombe. Oh my God! Ça a été pour lui une épreuve extrêmement difficile. Je le sais parce qu'après moi, j'ai été co-chambreur avec Jérémy en Coupe du monde dans les années qui ont suivi, puis même c'était 3, 4, 5 ans après, puis il s'en rappelait encore de cette course-là. Ça a été un choc extrêmement difficile. Mais moi, ce que ça m'a dit, c'est que même à ces niveaux-là, même au top mondial, ça arrive de tomber. Pas se faire mal, se relever, puis après ça, foncer. Je voulais vous parler un petit peu de mon expérience à moi. J'ai commencé le patinage de vitesse quand j'avais 7 ans. J'ai évolué, j'ai commencé au club de patinage de vitesse de Sherbrooke. Tranquillement, pas vite, j'ai fait ma place, j'ai eu plein de bons résultats. Champion canadien, champion québécois, champion canadien, champion nord-américain dans des catégories d'âge plus jeunes. Et est arrivé un moment donné où est-ce que j'avais 20 ans, puis c'était en 2001, les sélections olympiques pour les Jeux olympiques de Salt Lake City. On est en 2001, on est à Calgary. La chose extraordinaire cette année-là, c'est que j'avais 20 ans et j'ai réussi à faire mes standards olympiques. Faire les standards olympiques, cette année-là, c'était extrêmement difficile. Il y avait vraiment monté la barre très haute et ce n'était pas quelque chose qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient. Puis moi, j'arrivais un petit peu de nulle part. J'étais le jeune de 20 ans et j'ai réussi à faire mes standards olympiques. Ce qui a fait que j'ai pu participer aux sélections olympiques. J'étais vraiment le jeuneau. Arrive la journée de la course, évidemment, beaucoup de pression. Les 4 premiers passent pour aller aux Jeux olympiques. Moi, je m'essayais au 1000 mètres. Ma course, c'était le 1000 mètres. Les 4 premiers se qualifient pour la course, et moi, j'arrive 5e. Donc, cette année-là, j'ai manqué mon rêve des Jeux olympiques, parce qu'évidemment, c'est un rêve, les Jeux olympiques. Quand un ou une jeune commence à faire du sport de haut niveau, c'est, évidemment, pour les sports olympiques, c'est les Jeux olympiques qui est vraiment le but ultime. Et moi, j'avais raté cet objectif-là. Bon, qu'est-ce qu'on se dit dans ce temps-là? Je suis jeune, trop grave. On va continuer. De toute façon, c'est le fun de faire du patin de vitesse. On va continuer. De toute façon, je savais que mon vrai pic, là, mon vrai top de forme, là, ça allait probablement être 4 ans plus tard. 4 ans plus tard, Turin 2006. Donc, on est en 2005, fin 2005, pour les sélections olympiques pour Turin en 2006. Cette année-là, je me suis classé, j'ai fait mes sélections, c'est-à-dire que j'ai fait mes standards pour 2 distances, le 500 mètres et le 1000 mètres. Encore une fois, les standards sont acquis, pas de problème. J'arrive aux sélections, 500 mètres, j'arrive 5e. Les 4 premiers y vont. Bon, c'est pas grave parce que ma course de prédilection, c'est le 1000 mètres. Donc, j'arrive pour le 1000 mètres. Et, fin de la course, les 4 premiers y vont, j'arrive 5e encore. Donc là, j'avais attendu 4 ans. J'avais attendu 4 ans pour me rendre jusqu'à cette course-là. Puis, n'oubliez pas, une course de patin de vitesse, ça dure 1 minute. Celle-là, elle dure 1 minute 9. 4 ans pour 1 minute 9, puis c'est 33 centièmes de seconde qui ont fait que je ne me suis pas classé pour les Jeux olympiques. 33 centièmes de seconde, vous autres, vous êtes comment? Crime, hein? C'est pas beaucoup, là, c'était vraiment proche. Puis moi, je vais vous dire, je n'ai pas le choix de vous dire 33 centièmes de seconde, c'est quand même pas mal. En fait, si tu es capable d'améliorer ton meilleur temps de 33 centièmes de seconde, tu as vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. Mais bon, je suis arrivé 5e. Les 4 premiers y allaient. Là, ça a été tough. Oh, que là, ça a été tough. On est entre nous autres ici, hein? Oui, j'imagine. Là, dépression. J'ai vraiment touché un creux. Quand tu attends 4 ans pour quelque chose, il y a un pic d'excitation qui arrive, puis tu le rates. Là, tu fais comme, qu'est-ce que vaut ma vie? Tu sais? À ce moment-là, je me disais ça. Ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai décidé de me changer les idées. J'ai fait du cyclisme cette année-là. L'été suivant, j'ai fait du cyclisme. Donc, j'étais sur une équipe semi-professionnelle de vélo au Québec. On faisait les mardis de la Chine, ces choses-là, des courses de vélo. C'était très difficile. Je n'étais pas très bon parce que 6 pieds 4, 200 livres sur un vélo, ça monte moins bien les côtes, comparé surtout à ces gars-là qui sont des petits, vraiment des minuscules êtres vivants. Mais bon, ça, c'est un détail.
Donc, j'ai fait du vélo. Ce qui se passe quand on fait du vélo pour s'entraîner l'été, pour retourner à l'automne aux sélections, parce que moi, j'étais encore un patineur de vitesse, là. Écoute, dans 4 ans, c'était les Jeux olympiques de Vancouver. Vancouver, c'est au Canada. C'est sûr qu'il faut que je m'essaye pour ça. Donc, rendu à l'automne, bon, là, je vous fais une petite passe de gymnastique. Le vélo, comment ça se passe? Ça se passe comme ça. OK? Quelle surprise, hein? Bon, quand on fait du vélo, on fait ça comme ça. Le patin de vitesse, ça se passe comme ça. Première course, premier départ, je me suis déchiré l'aine. Parce que mon corps n'était pas prêt à faire ça, là. Tout l'été, j'ai fait des courses. Écoute, j'ai fait la course Montréal-Québec. C'est 250 km, juste à pédaler comme ça. Bon, déchirer l'aine. Disons que les choses dans ma tête ne s'amélioraient pas tant que ça à ce moment-là. L'équipe nationale, j'étais encore sur l'équipe nationale à ce moment-là, même si je ne m'étais pas classé pour les Jeux olympiques. 5e, c'est quand même pas pire à leurs yeux. Je suis arrivé, ils m'ont donné un bail. Un bail, c'est quoi? C'est qu'ils disent, parfait, même si tu es blessé, on va te laisser sur l'équipe nationale, juste pour te donner une chance. Moi, pendant ce temps-là, j'étais encore dans ma dépression quand même assez sévère. Je ne me suis pas entraîné comme il faut, je n'ai pas récupéré comme il faut, je mangeais très mal. Ça a été probablement la pire affaire dans ma vie, manger, s'alimenter comme il faut quand j'étais athlète. Donc, je suis arrivé l'année suivante, puis là, je n'étais plus blessé, mais j'étais loin de m'être classé sur l'équipe nationale. J'ai débarqué de l'équipe nationale. Je sais pas, là, l'équipe nationale, ce que ça donne bon, des coachs, de l'encadrement, mais surtout de l'argent. Ça donne, on ne se met pas riche avec ça, mais ça donne de l'argent pour pouvoir continuer à s'entraîner, payer l'appartement, etc. Donc là, fonds à zéro, j'ai plus du tout d'argent. Fait que moi, c'est quoi, à ce moment-là, qu'est-ce que je me suis dit? Est-ce que j'arrête? Est-ce que j'abandonne? Ben non, ça fait 20 ans que tu fais ça. Il faut au moins que tu te rendes jusqu'aux Jeux olympiques de Vancouver. Puis la raison pour laquelle je voulais absolument me classer pour les Jeux olympiques de Vancouver, c'était que mon père, 30 ans plus tôt, a participé aux Jeux olympiques à Montréal en 1976, au Canada, la dernière fois que ça avait été au Canada, etc. Non, la dernière fois, c'était Calgary, mais bon, ça, c'est un autre détail. L'autre fois d'avant que ça avait été au Canada. Donc, c'était comme, il fallait que je l'essaye. Même si je n'allais pas réussir, je me disais, il faut absolument qu'au moins j'essaye. Bon, arrivent les essais olympiques pour Vancouver 2010, et j'ai terminé, mesdames, messieurs, 26e aux essais. 26e. Vous attendiez peut-être à 5, là, mais vraiment pas. Donc, vraiment, je n'étais plus du tout là, mais au moins, je me suis dit, je l'ai essayé. Cette expérience-là, ça a fait en sorte que quand, après, j'ai arrêté ma carrière, à ce moment-là, ça a été ma dernière course des essais olympiques pour Vancouver en 2010. Après, je suis retourné à l'école en administration. Puis quand j'étais sur les bancs d'école, un moment donné, il y a un personnage un peu bizarroïde, ne dis pas que j'ai dit ça, qui est arrivé en avant de la classe puis qui a raconté un projet. Il a dit, on fait de l'imagerie médicale, on est 2 professeurs, on aimerait ça avoir quelqu'un qui va nous écrire un plan d'affaires puis qui va lever du financement. Toutes ces épreuves-là que j'ai vécues, puis c'est quand même comme 15 ans de calvaire là, pour pas grand résultat. Toutes ces épreuves-là que j'ai vécues m'ont fait dire, la première chose qui s'est passée quand Pierre-Marc, pour ne pas le nommer, c'est mon partner maintenant, est sorti de la classe après sa présentation, le professeur a demandé à tout le monde dans la classe, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Ça vous intéresse-tu? Tout le monde a fait, franchement, on n'a même pas fini notre bac. Comment tu veux qu'on aille démarrer une entreprise dans un domaine qu'on ne connaît même pas, ça n'a pas de bon sens? Puis moi, le cave, la seule affaire que je me suis dit, c'est là où est-ce que tout le monde ne veut pas aller, c'est là qu'il faut que j'aille. Moi, je suis capable de faire ça. Moi, si tu me fesses dessus, je vais me relever. Donc, je suis allé dans le bureau, puis j'ai raconté exactement la même histoire que je vous raconte depuis 15 minutes. Puis la partie où est-ce qu'ils ont allumé, c'est la partie où est-ce que j'ai dit, dans les 3 dernières années, où est-ce que j'avais plus de financement, il a fallu que j'aille cogner à des portes, il a fallu que j'aille voir des compagnies, leur dire, veux-tu me donner un petit montant d'argent? Veux-tu m'aider à faire un voyage, un camp d'entraînement à Vancouver? Puis les autres, ils ont dit, crime, si lui a été capable de faire ça puis de réussir, c'est sûr qu'il va être le meilleur candidat pour essayer d'amener IMECA où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'on veut qu'elle s'en aille. Ça, c'est ce qu'on fait un petit peu chez IMECA. Je voulais vous montrer. C'est ça. Ça, c'est la compagnie. Dans le fond, ce qu'on vise à faire, c'est d'amener ça et de l'amener, puis là, j'espère que mon vidéo va marcher, de l'amener vers ça. Fait que ce qu'on fait vraiment, c'est tout ce qui est la cartographie cérébrale. On est capable de connecter, faire la carte des différentes connexions dans le cerveau pour aider les chercheurs, les médecins, à comprendre le cerveau puis un jour à guérir les maladies neurodégénératives. Alzheimer, Parkinson, sclérose en plaques.
mais aussi les commotions cérébrales, qui est un aspect très important dans le sport. Donc, ça, c'est ce que ma compagnie fait. Puis, je voulais vous laisser un peu sur le même message que je vous ai dit au départ, c'est-à-dire les trois choses. Apprendre à tomber, pourquoi? Apprendre à tomber dès le départ, pourquoi? 1, pour ne pas se faire mal. 2, pour apprendre à se relever. Puis 3, pour être capable d'avancer plus vite. En patinage de vitesse, la personne qui est capable, à 65 km/h, de rentrer dans le virage sans avoir peur de tomber, c'est la personne qui va être capable de sortir du virage le plus rapidement, puis c'est elle qui va gagner la course. Les personnes qui ont peur de tomber, ils arrivent dans ce virage-là et ils ne s'inclinent pas. Ils restent droits. Ça fait quoi? Ça veut dire que la force centrifuge les détruit complètement puis ils perdent la course. Je pense qu'en entreprise, cette leçon-là devrait être vraiment appliquée dès le départ. On n'apprend pas assez aux jeunes entrepreneurs, mais aux jeunes à l'école aussi, à échouer. Échouer parce que ça va faire en sorte que vous allez être capable de rentrer dans le virage plus rapidement puis sortir du virage à full pin. Merci beaucoup.